Sur la personnalisation, on a dragué le candidat à coup de marque employeur. On lui a dit qu'il allait être considéré et respecté, que c'était quelqu'un de super et qu'on attendait que lui. Il faut absolument tenir ses promesses, sinon il y a cet effet patatras. Et dans les fondements de ce qu'on construit chez nous, c'est qu'il y a la stat de départ, c'est que 65% des candidats aiment moins une entreprise après y avoir postulé, tellement ils sont déçus par le traitement de leur candidature et par la manière dont ils ont été considérés en tant que personne. On disait jusque-là que souvent on disait que le process de recrutement c'était une usine à créer des déçus. Voilà, on est en plein dedans quoi. Et c'est le but, c'est d'essayer de lutter contre ça. Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Juste avant de démarrer, je vous parle de WeRecruit, premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement. Candidats, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs. Suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir WeRecruit. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'être invité par Mathieu Penet. Bonjour Mathieu. Bonjour Florent. Merci de ton invitation, Mathieu. Merci de nous inviter dans tes superbes locaux parisiens dans le Sentier. Ouais, merci de venir jusqu'à nous. Voilà, avec grand plaisir. J'ai affronté la chaleur parisienne, en bon breton. Et il y a des étages où des escaliers où on n'a pas d'ascenseur en fait dans nos bureaux et donc tu as dû monter à pied en plus par cette chaleur. Encore merci quoi. Je l'ai fait tranquillement. Et Mathieu, si tu vas te présenter bien évidemment. Moi je dirais que tu es un serial entrepreneur dans le monde des ressources humaines, déjà plusieurs sociétés à ton actif, tout autour quand même du recrutement et de l'expérience candidat. On va dire c'est ça qui me drive, qui est vraiment au fond de toi. Donc et un sujet qui m'est évidemment aussi très très cher. Ce que je propose, c'est qu'on en parle durant cet épisode. Pour commencer, j'aimerais bien juste revenir sur ton parcours. Quelle est ton histoire et qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre dans le monde des ressources humaines ? Alors moi, comme la plupart des gens qui travaillent dans le secteur, je n'ai pas fait d'études en ressources humaines. Bienvenue au club. Je suis ingénieur en télécom. Voilà. Et en fait, comme tout bon ingé qui savait pas trop quoi faire, j'ai été assez vite happé par le monde des ESN qu'on appelait à l'époque SS2I. Et j'ai travaillé pendant 3 ans dans une entreprise donc comme ça, dans l'informatique. Et assez vite, je travaillais beaucoup pour des métiers des entreprises du e-commerce. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est un secteur qui est en train de se structurer. Donc j'ai créé, avant tout, un job board spécialisé sur les métiers du web et du digital, qui s'appelait emploie-e-commerce.com. Il y avait d'autres job boards à l'époque. Il y en avait un peu, t'aurais pu aller basculer dans le salariat chez un job board. T'as préféré créer le tien ? J'ai préféré le créer parce que, en fait, je bossais dans mon ESN. Je travaillais pour des Fnac.com, ventes privées, des entreprises comme ça. Donc j'avais déjà les connexions en interne. Et aussi, il y avait un truc qui m'interpellait, c'est que ces entreprises-là faisaient appel à énormément de prestations. Mais si on regarde juste sur un tableur Excel, en 3 mois de prestations, ils ont quasiment payé le salaire annuel chargé d'un collaborateur si jamais il l'avait embauché. Et c'est là où je me suis dit, ok, on va aller fluidifier un peu ce truc-là pour rationaliser un peu tout ce secteur du digital et du e-commerce qui se structure vite. Ce faisant, donc j'ai opéré ce site pendant 3 ans. Et c'est là où, en fait, il y a un premier ampoule qui s'est allumé dans un coin en disant, en fait, sur notre adresse mail contact, donc contact@emploie-e-commerce.com, c'était le nom du site, on recevait régulièrement des mails de candidats qui nous disaient, je comprends pas, j'ai bien toutes les compétences requises par rapport à l'offre, je suis cliente dans cette enseigne, j'ai mon beau-frère qui travaille là-bas, et je suis premium, j'ai payé les trucs de service pour être premium chez eux, et ils m'ont pas répondu, je suis dégoûté.
je vais aller faire mes courses dans le e-commerçant en face. Et ils t'écrivaient à toi? Parce qu'ils se plaignaient, parce qu'ils n'avaient pas d'autres Ils n'avaient pas d'autres contacts en fait. Ouais, tout simplement. Ok. L'un qui s'enchaîne sur l'autre, plus on grossissait en fait, plus on avait ce genre de contact de mail de contact de candidats. Et il y a un moment où je me suis dit, ok, on va quand même aller creuser le sujet avec des équipes de recrutement. La question, en fait, elle a été hyper éclairante quand on est allé mettre des équipes de recrutement sur le grill. En fait, c'est pas le job du recruteur que de répondre à tous les candidats qui n'ont pas été retenus. En tout cas, c'est pas la priorité. La priorité, c'est avant tout d'aller prendre les bons candidats qui ont postulé. Et c'est déjà extrêmement difficile d'aller les emmener jusqu'à la signature du contrat de travail et qu'ils aillent prendre le poste à la fin. Donc ça, c'est leur priorité ultime. Mais répondre non à tous les candidats qui n'ont pas été retenus, ça crée une énorme frustration. Ça les saoule un peu. Après, dire non, c'est un peu la pire partie du job de recruteur. Donc, mais ça fait partie du job. Mais en fait, quand on doit prioriser ces tâches, c'est souvent le truc qui passe à la trappe. Et c'est là où la première intuition est venue, c'est de se dire, ok, ils n'ont pas le temps, mais c'est hyper important. Et c'est comme ça qu'Yago est né. D'accord. C'est comme ça que l'idée de Yago est née, de se dire, ok, il faut aller absolument créer un service qui va aller à la place des recruteurs, au nom des recruteurs, répondre personnellement à chacun des candidats qui n'a pas été retenu. Ok, alors on va zoomer tout à l'heure sur Yago. Ça fait combien de temps Yago ? L'idée, elle est née il y a 7 ans et le service en tant que tel, il en a 6. D'accord, ouais, donc c'est déjà une entreprise qui a un retour d'expérience. Et si on utilisait ce retour d'expérience, qu'on projetait nos auditeurs, quelqu'un qui aura envie de créer son entreprise, sa start-up ou pas start-up, mais son entreprise dans le monde des RH, toi qui as affronté ce monde et qui affronte ce monde, quel conseil tu donnerais, quel tips tu donnerais pour réussir à vendre un outil et un service à des professionnels RH? Alors en premier lieu, on le voit beaucoup dans l'écosystème. Pour les entrepreneurs, le monde des RH, c'est pas un monde de start-upers. C'est un monde de marathoniens. C'est-à-dire qu'il faut avoir... c'est un circuit, le recrutement en tant que tel, peut-être je connais que le recrutement dans les RH, mais voilà. Le recrutement, c'est un truc où c'est du temps long. On peut pas se dire, super, je vais créer une start-up et je vais lever je sais pas combien de millions et aller espérer croquer le marché instantanément. Il y a très très peu d'exemples d'entrepreneurs qui ont réussi à avancer à la vitesse de la lumière dans le recrutement. Donc le premier conseil, c'est de se dire, préparez-vous à courir longtemps et en petite foulée plutôt qu'à grandes enjambées en essayant d'aller le plus vite possible. Il y a un truc où le temps on peut pas le comprimer. Il y a un jeu de temps qui se fait dans le recrutement. Parce que les pratiques évoluent, parce que les mentalités doivent évoluer en même temps, parce que les habitudes d'achat sont aussi sur du temps long, et du coup, c'est plutôt un business de marathonien que de sprinter. Et après, pour être capable de se différencier dans ce secteur, il y a un autre point, c'est il faut être un peu connecté quand même. Avec le réseau, on peut difficilement arriver comme ça, comme une fleur, en disant je vais vous apprendre la vie, cher recruteur, ou je vais vous apprendre la vie, écosystème. En fait, non. Ça se passe pas comme ça. Et comme pas mal dans pas mal d'autres secteurs, quand on arrive pour monter une boîte dans le recrutement, il faut quand même bien connaître son écosystème avant. Tes premiers clients chez Yago, tu les as eus grâce à Employé Commerce. Ouais, grâce à la première entreprise, effectivement. Qui eux-mêmes que tu as eu grâce à ta première activité de salarié en ESN, en fait. Ouais. Et donc, on commence pas de zéro. D'accord. Sinon, c'est extrêmement compliqué. Et on a même pas forcément les vrais retours terrain de la part des recruteurs et des RH par rapport à la problématique qu'on essaie d'adresser. Donc, le réseau, ça compte aussi. Tu pratiques toujours le réseau aujourd'hui ou l'avantage c'est que beaucoup moins et Yago avec Yago on commence à ça fait 6 ans maintenant 7 ans que le truc existe donc on commence à avoir discuté avec pas mal de gens on a mis en place comme on était sur ces sujets d'expérience candidat dont on va revenir plusieurs fois, on a été assez tôt sur ces thématiques là. Et du coup, on a eu un gros travail d'évangélisation du marché sur quelles sont les attentes des candidats dans un processus de recrutement, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que cherche l'humain qui vient de déposer son CV, et comment on fait pour qu'il soit content à l'issue du process, même s'il n'a pas été retenu. Ouais. Et il y a 6-7 ans, je pense que ça devait être plus costaud qu'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Depuis le post-Covid, encore plus. Oui. Mais en fait, c'est pas nouveau, quoi. Enfin, ce sujet, malheureusement, d'ailleurs, n'est pas nouveau. On a l'habitude de dire que dans l'historique de la boîte, on a fait quand même 3 ans d'évangélisation dans le désert. Ouais. tu vois, il fallait éveiller les consciences. Et ce qui est très chouette, c'est que nos premiers clients qui sont arrivés,
sont arrivés parce qu'ils avaient déjà conscience de ce truc-là. Et c'est des clients qui sont encore là aujourd'hui. Ouais, qui restent fidèles, quoi. Et ils viennent donc pour le côté éthique pour les candidats, mais ils viennent aussi pour l'espèce d'intuition, de ROI qu'ils peuvent avoir, de se dire ah mais en fait j'ai plein de candidats pertinents dans mon ATS, j'en fais rien, je suis pas capable de traiter des volumes, je vais pas fouetter mes équipes de recrutement pour aller requalifier l'ensemble de la base, c'est pas possible. Comment je peux faire pour aller rentabiliser, je dirais, ou réutiliser tous les candidats qui sont dans ma base de candidats. Et quand on voit on va en parler, mais quand on voit le coût d'acquisition d'un candidat de qualité dans sa base, c'est des fois dommage de pas maintenir le contact avec lui. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Donc si on parle de Yago, l'idée du concept, on a vraiment parlé, on a compris effectivement le pourquoi. En fait, pourquoi Yago ? C'est quoi l'origine de ce nom ? Je te l'ai un peu dit tout à l'heure. Le premier site que j'avais créé, c'est un truc qui s'appelait emploi-e-commerce.com. Et dans le quand t'as ta signature au téléphone. En vrai, j'en pouvais plus, c'était un enfer. Et c'est comme ça que le truc est venu sur. Ça se voit un peu sur tous les différents services qu'on peut sortir. Maintenant, c'est des noms simples, des noms où tu peux les plaire, mais en fait, c'est pas grave parce que c'est court. Et même les plaies est un sujet où ça s'ancre dans le crâne. Donc je dis quasiment, je pense 25 fois par jour, oui, Yago, Y-A-2-G-O. Ok, donc ça reste. Et Yago, je voulais juste un truc qui soit court et catchy et qui sonne positif. Ouais, et qui le fait en plus. Ça le fait bien, effectivement. Si on rentre dans le vif du sujet, sur l'expérience candidat, c'est quoi ta définition aujourd'hui de l'expérience candidat en 2023 ? Disons, je vais avoir une vision assez biaisée, mais l'expérience candidat, c'est un humain qui s'adresse à une entreprise, à une enseigne, et c'est un enjeu, c'est au même titre que l'expérience client. Je considère juste que moi, le recrutement, c'est un des points de contact qu'un humain peut avoir avec une entreprise. Une entreprise, c'est un peu une espèce de truc un peu protéiforme, dans lequel il y a plein de points de contact différents. Donc effectivement, quand on passe la porte d'un magasin, c'est un point de contact. Quand on entend parler son beau-frère à un dîner de ce qu'il pense de son entreprise actuelle, c'est un point de contact. Et le process de recrutement en est un également, et en est un qui, en plus, draine un paquet de gens. Et donc pour moi, l'expérience candidat, c'est vraiment qu'est-ce que on va faire vivre à l'humain, qui est derrière le CV du coup, comme expérience et comme moment de vie, en point de contact avec cette entreprise-là. Ouais, en phase avec toi, puis on a aussi deux types de candidats. On a ceux qui vont vraiment postuler à une offre, qu'elle soit spontanée ou une candidature spontanée ou à une offre, mais on a aussi tous les candidats qui s'ignorent et que quand on est recruteur, ou quand on soit en cabinet ou qu'on soit en entreprise, c'est pareil, qu'on va des fois passer de l'énergie à les convaincre de postuler, de s'intéresser à un employeur, et que derrière on va pas jusqu'au bout en fait de l'expérience candidat, qui peut être encore plus déceptif pour quelqu'un qui dit mais moi attends, on m'a rien demandé, on vient me chercher, mais et en plus on m'oublie quoi. Plus de son, plus d'image. Ouais. Donc, c'est un peu dramatique, ouais. Voilà, donc ça c'est clair. Ça fait partie des fléaux contre lesquels on lutte tous les matins. Si ça c'est clair. Et je pense que tu as entendu parler. Il y a très récemment un YouTuber qui a utilisé ChatGPT pour candidater en masse à de nombreuses entreprises. Ce que j'ai compris, c'est 10 000 candidatures qui ont été envoyées. Et puis un taux de retour de 70%, enfin un taux de non-retour, surtout de 70%. À ces candidatures, et 30% de oui ou de non, à la limite. De non, mais au moins un retour. Et lui, il a considéré qu'un retour, même un retour automatisé, était un retour quand même. Ouais, donc il a été hyper sympa en plus. Voilà. Même le retour automatisé bien pourri. Si d'ici 3 semaines vous n'avez pas de nouvelles, considérez que c'est mort. Et il considérait que ça c'était un retour. Donc, alors 3 semaines, t'es sympa. Alors, chez nous, on joue au candidat mystère pour nos clients. On a eu un retour à 6 semaines là récemment. Ouais. Mais ça existe encore. Mais 6 semaines, je me dis mais qui peut aujourd'hui envisager que sous 6 semaines il y a encore, enfin voilà, ce type de message. Enfin, n'a même plus lieu d'être. Nous, c'est même d'ailleurs le deuxième slide de nos presse en disant, en fait, le faites plus. Oui. Qu'on bosse ensemble, on bosse pas ensemble, ne le faites plus. Ouais. Ça vous dessert plutôt que ça vous sert. Bah oui, quand on va sur un e-commerce, on dit voilà, sous 3 semaines, si vous avez pas reçu le colis, c'est qu'il est perdu. Ouais. Voilà. Désolé. On passe à autre chose. Non, mais voilà. Et alors justement, merci pour ta définition d'expérience candidat. Et aujourd'hui, quels seraient les tips pour toi pour une expérience candidat réussie en 2023 ? Si tu avais quelques tips à te donner à un jeune RH qui débute dans le recrutement, un jeune recruteur, tu lui dirais quoi ? Pour moi, il y a 3 points clés sur lesquels les candidats sont attentifs. C'est le timing,
la personnalisation et du coup la communication et le fait d'être considéré comme étant quelqu'un d'intelligent avec juste qu'on communique avec eux, quoi. Et donc le timing, la personnalisation et la communication qui sont... Donc le timing, on en parlait là, juste là, on l'évoquait un peu, c'est peut-être le gros point noir des attentes entre qu'est-ce qu'attend un candidat et quel est le process de l'entreprise. Le temps du candidat n'est pas le temps du recruteur. Ouais. Il faut jamais oublier que un candidat, c'est quelqu'un de stressé qui attend. Donc c'est normal que le temps lui paraisse plus court et qu'il soit un peu impatient. Et sur la personnalisation, c'est que, et ça c'est vraiment une conviction profonde depuis plusieurs années maintenant, on a dragué le candidat à coups de marque employeur. Hein. On lui a dit qu'il allait être considéré, respecté, que c'était quelqu'un de super et qu'on attendait que lui. Eh ben il faut l'assumer. Il faut absolument tenir ses promesses, sinon il y a cet effet patatras et dans les fondements aussi, il y avait les fondements de ce qu'on construit chez nous, c'est qu'il y a la stade de départ, c'est que 65% des candidats aiment moins une entreprise après y avoir postulé tellement ils sont déçus par le traitement de leur candidature et par la manière dont ils ont été considérés en tant que personne. On me disait jusque-là que souvent on disait que le process de recrutement c'était une usine à créer des déçus. Voilà, on est en plein dedans, quoi. Et le but, c'est d'essayer de lutter contre ça. Donc, 1, le timing. 2, la communication. Et 3, les habitudes sur la personnalisation, du coup, les habitudes de consommation et de relation qu'un humain peut avoir avec une entreprise sont de plus en plus personnalisées. Contextualisées, ciblées en fonction de la personne, de son historique des points de contact. Tout ça, ça devient absolument obligatoire dans la relation entre cet truc protéiforme qu'est l'entreprise et un humain. Et du coup, c'est ça ce qu'il faut les piquer aussi à la relation client et au marketing. Ok. Alors, t'es bien gentil, mais moi, je suis recruteur. Je reçois, avec un peu de chance, des centaines de CV par jour à traiter. Alors, j'ai autre chose à faire que de... Ah, voilà, je peux mettre le prénom, éventuellement. T'appelles ça la personnalisation, toi ? Non. D'accord. Mais en fait, peu dans longtemps, je me suis battu contre les entreprises qui cherchaient à attirer le tout venant. D'accord. Si quelqu'un se plaint d'avoir un flux de candidatures de mauvaise qualité, c'est qu'il a cherché à ratisser trop large et qu'il valait mieux mettre plus de freins en amont dans l'annonce, hein, dans le contenu de l'annonce, pour que ça décourage des gens qui sont pas dans la cible de postuler. Et c'est juste un recruteur qui, pour moi, se plaint d'avoir trop de profils de mauvaise qualité, c'est soit qu'il n'a pas bien rédigé son annonce qui soit suffisamment excluante, soit qu'il a mal choisi ses canaux d'acquisition. Mais on est sur des effets de gros volume et de masse. On ne peut pas se plaindre que qu'il y ait autant de candidats qui fassent une erreur. On est d'accord. Sur une annonce de recrutement, aujourd'hui, c'est quoi le minimum syndical pour toi dans une annonce en 2023 ? En longueur de contenu ? Ouais, est-ce que l'annonce doit être très longue, très détaillée, ou au contraire plutôt courte, impactante ? Ça dépend des profils qu'on a cherché à adresser. Ouais. Chez Iago, parce que Iago c'est vraiment le vaisseau amiral chez nous, mais on essaye d'être les cordonniers les mieux chaussés de la planète sur la partie recrutement, donc on a fait plein de tentatives de trucs chouettes. C'est Elodie qui s'occupe du recrutement et qui fait un travail de dingue chez nous, pour aller être un peu notre propre laboratoire. D'accord. Pour le coup, sur tous les postes, elle fait des annonces hyper longues, hyper détaillées, avec donc il n'y a pas de lettre de motivation et trucs comme ça chez nous. Il y a juste 3 questions à la fin au moment de postuler qui permettent au candidat de savoir est-ce que ça lui va, quoi. Est-ce que ce qu'il a lu lui correspond ? Oui, non. Et en fait, parfois, je pense que dans le funnel de conversion, il doit y avoir des gens qui, au moment où on leur demande de réfléchir à la question, s'en vont parce qu'ils se disent c'est pas pour moi. Et comme ça, on a que des candidatures de qualité. Ouais, c'est ok. En fait, le but du jeu, je fais que de la conviction quand moi j'intègre des gens dans l'équipe, c'est on va pas se marier, mais pas très loin. On va passer 8 heures de temps éveillés ensemble à essayer de faire avancer un bateau commun. T'as intérêt à être aligné avec le bateau que tu viens rejoindre, quoi. Donc, ça peut pas être qu'un taf sur un métier de cadre. Non. Encore plus dans un monde où il y a du travail. Enfin, aujourd'hui, c'est pas un sujet. Donc, à la limite, tu viens pas là juste pour un salaire. Si tu veux un salaire, il y a plein de boulot. Il y a plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres portes qui peuvent s'ouvrir pour toi. Mais la logique, c'est de se choisir mutuellement. Et ça, il faut dire ce qui est très chouette et dire où est-ce qu'on en est, les axes d'amélioration. On est encore une petite boîte en structuration, typiquement chez nous. Il y a des trucs où on cherche à être transparent dans les process de recrutement en disant voilà quels sont les chantiers qu'il va falloir adresser, voilà comment on doit devenir des grandes personnes. Si t'es chaud pour revenir construire avec nous, vas-y, là ok. Mais si tu veux avoir des challenges d'une boîte du CAC 40, on n'est pas là du tout, on n'est pas la bonne personne, quoi. Pas la bonne boîte. Tu affiches la rému dans tes annonces ?
Pardon ? Tu affiches la rémunération dans tes annonces à Oui. toi ? Ouais. On met les fourchettes assez serrées. D'accord, ouais, donc t'es déjà dans Ouais. ces mouvances indispensables aujourd'hui, quoi. Ouais, pour des questions de s'éviter des maux de tête. Pour nous, hein, c'est juste... après, si la personne elle arrive et elle dit que elle est ok sur la REM, en fait ça en fait un non-débat. Et d'ailleurs, ça permet une parole plus libérée souvent sur les échanges, sur est-ce que le poste intéresse les gens ou non. Si le truc est ok en fait et validé d'office, c'est pas la dernière question qu'un candidat va s'attendre à adresser lors de Donc l'entretien. il n'ose même pas en parler. Ouais, voilà. Je vais leur poser la question à la fin. Puis on sent bien qu'il y a un truc en permanence en tâche de fond dans son cerveau. Ok, c'est ok, on en a parlé. Boum. Ouais, si tu as postulé, c'est que tu as lu la fourchette, donc globalement on part du principe que tu sais lire et que tu l'as compris. Et mais même dans le call de précal, dès le truc, c'est est-ce que tu as vu la REM ? Ok. Est-ce que c'est ok pour toi ? Voilà. Et comme ça on échange sur d'autres sujets et on avance. Plus intéressant. Ok. Bah, si on parle de Yago, parce qu'on en a parlé, mais on ne sait pas ce que c'est exactement. Alors si je te dis comment fonctionne l'outil Yago, je vais me prendre une claque, donc je ne vais pas dire ça. Effectivement. Comment fonctionne le service Yago ? Merci pour la précision, c'est chouette. En fait, tout le point, c'est de faire gagner du temps aux recruteurs. De faire gagner du temps, et même on a des retours très chouettes d'équipes de recrutement qui nous remercient parce que on soulage leur conscience professionnelle de recruteur aussi, parce que comme on vient faire un truc très humain qu'ils n'ont pas le temps de faire auprès de chacun des candidats, c'est sympa d'avoir ce remerciement de la conscience professionnelle de certains recruteurs qu'on croise. Si je dois y aller très simplement sur le service, c'est en 2 étapes. La première, c'est de se dire, à la place du recruteur, on va répondre correctement à chacun des candidats qui n'a pas été retenu. On va même jusqu'à aller donner des conseils aux candidats pour améliorer son CV. On va même jusqu'à aller indiquer ce qu'on a vu de chouette dans le CV du candidat pour lui dire, en fait, traduit en langage RH, ça veut dire je t'ai mis dans ce vivier-là. Ouais. Je vais constituer des viviers de profils pertinents. Et donc ça, c'est le premier pilier, et c'est Yago 1 chez nous. On dit souvent que c'est de la politesse pour candidat. Parce qu'une candidature, c'est finalement juste une question d'un humain à une entreprise. Et nous, on est là pour assurer cette politesse de réponse à l'humain. Et ça, c'est très chouette. On commence à adresser des très gros volumes, multisecteurs. Tout le monde s'est réveillé sur les sujets d'expérience candidat. C'est marrant. On a vu au fur et à mesure, depuis 7 ans, tous les secteurs se réveiller un par un. Ça a commencé par les métiers de cadre ultra pénuriques. Puis après, post-Covid, on est arrivé sur du retail, du service à la personne et de l'intérim. De l'intérim aussi, bah ouais, tout à fait. Donc tout le monde est concerné maintenant. Et donc ça, c'est très chouette parce qu'à chaque fois, il y a un humain derrière un CV. Et deuxième pilier de Yago, c'est quitte à avoir constitué des viviers de compétences, mais remplis de candidats de profils d'humains qui aiment bien l'entreprise, on va faire le nurturing aussi pour le compte de notre client, donc la fidélisation des candidats, pour aller leur permettre de maintenir la petite flamme allumée chez le candidat, au fait, si ça t'intéresse toujours de nous rejoindre, voilà ce qui se passe chez nous comme actu, plus voilà les offres d'emploi qui correspondent exactement à ton profil, dans ta région et pour ton type de contrat recherché chez nous. Comme ça, je te sers sur un plateau d'argent les bonnes offres qui correspondent à ton profil. Donc, t'as pas besoin de retourner tous les X jours sur le site carrière. Les systèmes, pour l'avoir vu en étant un job board, les systèmes d'alerte que les candidats peuvent se mettre, en fait, c'est jamais utilisé. C'est un leurre. En termes d'expérience candidat, personne ne le fait jamais. Et c'est pas toujours pertinent, même si tous les job boards ont fait du bon travail et s'améliorent sur le sujet, mais c'est pas toujours dingo ce qu'on soit. Je suis d'accord. Et donc là, la logique, c'est d'aller chercher du ROI derrière la revalorisation de la base, et même c'est plus de la base, c'est des viviers qu'on a construits pour le compte de chacun de nos clients. Et là, c'est assez chouette, c'est qu'on a des retours. En moyenne, Yago, ça permet de staffer 11% des postes chez chacun de nos clients. Donc tu as un truc où 11% des postes, en gros, chez nos clients, sont staffés avec des anciens candidats malheureux que Yago a repêchés, a mis en vivier et a reproposé la bonne offre d'emploi qui correspondait pile à leur profil. D'accord. Et là, il a postulé et là, il a été pris. Ça commence à être assez intéressant sur cette logique de les budgets d'acquisition de candidats qui sont en train de flamber parce que les gros majeurs du marché, ils vont pas de main morte sur les prix. Et tiens, même là, tout récemment, en début d'été, il y a Indeed qui lance le prix à la candidature. Ce qui est assez chouette pour nous, je dois dire, commercialement, parce que ça va permettre aux recruteurs de se rendre compte de combien ils achètent. Et de se dire, ok, par rapport à ce prix-là, et si je rajoute entre 1 € et 1,50 €, je n'ai plus à repayer ces 6 ou 7 € à chaque fois.
bon en fait ça commence à valoir sérieusement le coup. Et en plus je soigne ma marque employeur, Et en tout cas plus, ma marque candidat avec la marque employeur, ouais. Ah bah oui, clairement quoi. Non, dans les retours que j'ai eu là récemment, c'était au moment où tout le monde rédigeait ses bilans RSE et économiques et tout ça là. Yago a été sollicité plusieurs fois pour être cité dans la RSE des boîtes, parce qu'en fait ils faisaient gaffe à leurs candidats et que c'était un enjeu de point de contact avec un humain. Tu aurais imaginé quand tu as créé Yago être cité sur la partie RSE? Pas du tout, mais en fait je trouve ça très chouette. Et moi ça me va bien, on est entreprise à mission, on est ESUS, on est Bicorp, donc c'est pile dans la ligne. On arrive limite plus vite que ce que j'espérais sur ces enjeux d'expérience client au sens très large. Donc c'est très bien. Donc de là à remercier le Covid, non, parce que ça a été quand même extrêmement pénible à gérer cette période, mais ça a quand même drastiquement changé les habitudes des recruteurs et les comportements des candidats. Alors comme tu es un expert, c'est quoi un bon message de refus aujourd'hui à un candidat? Avant tout, un message qui est envoyé dans les temps. et réalistement, aujourd'hui, en 2023, on devrait mettre combien de temps à répondre à une candidature? Alors c'est marrant, je vais même te donner le delta, c'est assez empirique ce qu'on a vu, mais c'est avec l'historique de Yago, on est capable de le voir, et surtout des réponses que les candidats peuvent faire à ce que nous on leur envoie. Avant le Covid, on considérait, je vais prendre un exemple sur les cadres, qu'il fallait répondre entre J+3, donc J0 la candidature, J+3 et J+21. Avant J+3, le candidat se disait non mais c'est pas possible, vous avez bâclé le traitement de ma candidature, vous n'y avez pas passé assez de temps. Ok, bon, très bien. Et après J+21, c'est mais qu'est-ce que vous foutez? Pourquoi est-ce que vous tardez autant à analyser le CV de mon candidat? Ça veut dire que y a un doute qui s'installe dans l'esprit du candidat. D'ailleurs, il y a une stat qui est sortie qui était hyper intéressante récemment. 80% des candidats évaluent les process globaux de l'entreprise à travers le process de recrutement. C'est-à-dire que s'ils voient que le process de recrutement il est mal foutu, ils vont juger tout le reste des process de l'entreprise en se disant « Oh, ça a l'air d'être une boîte où tout est mal foutu ». Et donc du coup, comme l'humain, il va juger que à travers du petit bout de la lorgnette de ce qu'il a vu, de ce qu'il a vécu. C'est comme s'il regardait à travers la petite porte, enfin comment ça s'appelle, un Judas, je crois, sur une porte où il pouvait regarder que à travers ça pour voir ce qui se passait à l'intérieur du magasin ou à l'intérieur de l'enseigne. Et son seul point de contact de visibilité, c'est le process de recrutement. S'il trouve que ça, c'est mal foutu, il se dit tout le reste doit être mal foutu aussi. Enfin bref. Et donc je disais, avant Covid, c'était entre J+3 et J+21. Sur les métiers cadres, on est plutôt passé à J+2 jusqu'à J+15. Ouais, donc ça s'est réduit. Ça s'est réduit parce que drastiquement quoi. Le comportement candidat-consommateur, c'est chevauché. Ouais. Et c'est normal, on s'adresse à une entreprise. En plus de ça, quand on est plutôt en position de force en tant que candidat, on considère qu'on doit être encore plus traité avec un tapis rouge. Avec une expérience 5 étoiles dans un grand hôtel, quoi. Et donc j'ai postulé chez eux. Il faut qu'ils me répondent rapidement quand même, parce que sinon. Et donc J+2, J+15, ça commence. On est obligé de s'organiser. Et du coup, vous répondez à quel moment, candidat? Parce que vous avez les candidats, bien sûr, qui vont donc candidater sur le site carrière d'une entreprise. Le recruteur va dire celui-là, ok, il m'intéresse, je vais le préqualifier, etc. Il y a les candidats qui restent. Ça, je le comprends. Mais est-ce que vous allez aussi traiter les réponses négatives à des candidats qui ont été préqualifiés, voire qui ont même passé des entretiens chez votre client? Ou est-ce que ça, c'est vraiment réservé aux recruteurs? 98% des candidats sont écartés dès l'étape de tri de CV. D'accord. Donc nous... Donc c'est vraiment la majeure de votre... La majeure partie. Et entre les candidats qui sont écartés explicitement par le recruteur ou le candidat qui n'avait jamais été ouvert par le... On est entre nous, on peut le dire, mais donc il n'a jamais été ouvert par le recruteur parce qu'il n'avait pas forcément besoin, ou parce qu'il a postulé la veille de la clôture du poste. Ce qui arrive, ce qui arrive hyper souvent. Ouais. Et en fait, en toute bonne foi du recruteur pour le coup là. Ouais, le recruteur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le recruteur, il a fait son travail, il a trouvé la bonne personne pour aller s'asseoir sur la chaise, et il a parfaitement fait son travail. Parce que toi, comment on en connaît plein, et voilà, à part quelques cas particuliers, c'est pas des tordus quoi. Non, pas du tout. Mais je blâmerai jamais les recruteurs. Moi, c'est le process que je cherche à corriger, c'est pas les recruteurs. 90% du coup des candidats ne passent pas la première étape. On se tape dans la main avec les équipes de recrutement en disant vous vous occupez bien des 2% qui avancent dans le process, nous on va prendre les 98%. Donc je réponds pas aux candidats je peux aller jusqu'à après précal-tel, mais c'est la responsabilité du recruteur que de répondre non au candidat qu'il a vu en entretien. Et même d'un point de vue expérience candidat, il faut que ça soit la personne qu'il a rencontrée qui lui fasse le feedback. Si c'est un tiers qui le fait pour lui, c'est quand même pas très chouette.
Je suis assez en phase. Hein. Chez Happy, on avait ce sujet-là. Le candidat doit avoir le retour corrélé au moment qu'il a vécu. S'il a eu un entretien précal téléphonique, on l'appelle, on lui explique pourquoi c'est non. S'il a été rencontré, on l'appelle, voire on lui propose de venir. S'il a envie de venir échanger. Après, s'il veut pas. Et le tips mais pas un mail, quoi. Mais pas un mail. Ouais. Et le tips que je donne souvent sur ce truc-là, c'est il y a un truc comme chez nous on appelle la règle des 24 heures. C'est quand il y a eu un entretien avec un candidat. Le lendemain, enfin 24 heures, c'est la règle comme ça, mais ça peut être tout 48 heures après, on se passe un coup de fil de 10 minutes pour se faire un feedback mutuel de l'entretien et se dire comment est-ce qu'on va avancer sur l'étape d'après, si on avance. Mais du coup, on prend déjà rendez-vous, dès la fin de l'entretien, on prend déjà rendez-vous pour se passer un coup de fil de « Ok, quel va être ton feedback et comment ça va se passer ?» Et on avisera sur les étapes d'après, comme ça donne la visibilité à tout le monde de savoir ce qui se passe. Ouais, on projette le candidat dans le parcours. Et ça le rassure. Ouais. Ça le rassure, c'est pro, quoi. Ouais. C'est pro. Parce qu'un candidat comprendra toujours que c'est non à la fin. Enfin, je dirais, mis à part quelques personnes, tout le monde va comprendre que c'est non. Par contre, si c'est bien fait, il le comprendra d'autant mieux, quoi. Ok, extrêmement clair. Je vais revenir sur ce vivier, parce que ça, c'est vraiment intéressant. C'est quoi la différence pour toi entre une base candidat et un vivier candidat ? Est-ce que tu vois une différence avec ces deux termes ? Et comment garder la flamme, je dirais, entre un candidat qui n'a pas été pris une première fois et une entreprise. Alors, une base de candidat, c'est une base inerte. C'est un truc c'est tous les CV qu'on a pu recevoir jusque-là, pas forcément qualifiés et remplis de candidats où 9 fois sur 10, si d'ailleurs on fait des sondages auprès de ces bases-là, on se rend compte qu'ils ont même une dent contre l'entreprise. Parce que justement, les 65% dont je parlais tout à l'heure, des candidats qui ont été déçus. Donc, si jamais on doit juste prendre la base une base de CV qu'il y a chez un client X, enfin chez un recruteur X, on peut d'ores et déjà se dire qu'en projection, il y aura quand même 65% des candidats qui seront là-dedans qui seront des détracteurs. Ce qui est intéressant quand on prend ce truc-là, c'est il faut aller... Quand on prend une base vraiment remplie de CV mais qui n'ont pas été exploités, il faut aller requalifier la base pour pouvoir en faire des viviers et surtout rattraper l'image. Quand on déploie à gauche chez des clients... Et ça vous le fait du coup, ouais. Quand on se retrouve régulièrement avec justement des bases de CV remplies de pépites, hein, mais juste de candidats où ils n'ont jamais été ni qualifiés, ni ils ont eu une bonne expérience candidat. Donc on fait ça nous arrive de faire des opérations d'antécédence, c'est du rattrapage de base, pour aller la reventiler dans des viviers et rattraper l'image que les candidats peuvent avoir. Donc on envoie après, tous les candidats qu'on a mis en vivier, on fait des messages de mea culpa en disant « Hey, désolé, on n'a pas été nickel sur ta première expérience, mais pourtant tu as un profil hyper chouette pour ça, ça, ça. Et du coup, à partir de maintenant, on reviendra vers toi avec des offres qui correspondront à ton profil. » Et ça permet de rattraper. Et ça, vous signez Yago ou vous signez le nom du client ? Non, on signe pour le nom du client. Ah ouais, d'accord, ok. À l'initiation de Yago, on fait souvent ça. D'accord, ok. Et ça permet, de re-remplir des viviers à la vitesse de la lumière, et de deux, d'aller rattraper cette image de marque employeur qui a été un peu égratignée par des process automatisés, voire pas de réponse du tout. Et donc, ce qui est chouette dans nos métiers, sur l'expérience candidat, c'est que on fait des sciences humaines avant tout, c'est rattrapable à chaque fois. Tu dis pardon, en fait. Tu peux dire pardon à un candidat. C'est très facile. Tu peux le faire même sur des très gros volumes de candidatures. Et comme ça, tu rattrapes ton image. C'est pas définitif en fait. C'est pas Et vous trouvez du coup les candidats sont plutôt bienveillants du coup quand il y a ce genre de pratique ? Ouais. C'est en fait on leur met une couche d'humanité sur un truc où ils ont manqué d'humanité dans le process. Ils disent ok, ouais, pas de problème. Du coup, je veux bien que vous me renvoyiez des offres d'emploi qui me correspondront chez vous. D'accord. C'est assez chouette en fait de se dire que les candidats, on disait juste à l'instant, les recruteurs sont pas des gens méchants et bien sûr que non, mais les candidats non plus. Hein. C'est juste que quand on ouvre LinkedIn ou Twitter, on se rend compte qu'on a l'impression que tous les candidats sont mal polis, abjects et des mauvaises personnes. C'est pas vrai. Non, c'est une minorité qui s'exprime et puis des fois ils ont raison de s'exprimer aussi. Hein. Ça fait réfléchir à notre métier. Mais quand tu vois certains, comme s'il y a un manque de communication et d'humanité entre candidats et recruteurs, ça fait qu'à la fin il y a des jugements à l'emporte-pièce qui se font assez vite. Il y a du bashing des fois qui est assez violent, qui est pas mérité quoi. Ouais. Je suis intervenu là il y a pas longtemps auprès du groupe Bouygues et il fallait que je parle du ghosting candidat. Hyper intéressant comme échange, mais pour moi tous ces sujets de ghosting candidat, c'est juste le candidat qui a la flemme de te dire ce qui n'a pas été dans le process de recrutement et du coup il a pas envie de te le dire en face, donc il veut plus te donner de nouvelles. Mais le ghosting, c'est à peu près que ça quoi.
Et du coup, c'est parce que l'expérience candidat, elle n'a pas été au top. Ok. Vous travaillez aussi sur les candidats, parce que là on parle beaucoup des candidats donc externes. Est-ce que vous travaillez aussi sur les candidats internes? Alors je pense plutôt effectivement aux groupes ou grandes sociétés, aux groupes un peu structurés, qui souvent diffusent en interne avant l'externe, voire en même temps. Enfin, ça dépend des process. Mais est-ce que vous allez accompagner aussi les candidats internes dans une réponse, ou est-ce que vous laissez ça à la main de l'entreprise, de votre client? Vous n'y touchez pas? Il y a plein de process qui m'intéressent dans l'acquisition candidat. La mobilité interne en est une ultra chouette. Il y a juste un code que j'ai pas réussi à craquer, où j'ai pas assez fait d'interview pour essayer de comprendre ce truc-là. Mais il y a un truc très humain, c'est que si moi, dans mon équipe, j'ai une star qui cherche à évoluer en interne et que je sais pas comment la remplacer, eh ben, j'ai pas envie qu'elle parte. Et donc, il y a ces jeux politiques qui se font sur la mobilité interne où soit il faut aller structurer, processer le truc ou faire beaucoup de conduite du changement, mais j'ai pas encore vraiment compris comment on pouvait aller craquer ce code de la mobilité interne. Je sais qu'il faut respecter encore plus les candidats qui demandent des mobilités internes, parce que c'est une preuve d'engagement dingue. De fou. Parce que j'ai envie de rester dans cette boîte. Oui. Et donc là, il faut absolument, en termes d'expérience candidat interne, dérouler un tapis rouge et qu'il y a une réponse sous 48 heures et que machin. Mais sur en faire un vrai canal d'acquisition et de fluidification, comme il y a des freins en interne que j'arrive pas à maîtriser ou à décortiquer suffisamment, j'irai pas tout de suite. Mais dans les sujets qu'on a déjà balayés après Yago, il y a déjà les mesures de l'expérience candidat, donc avec Casque. Et là, on fait un test typiquement avec un client. Comme avec Yago, on a une expertise sur le fait de fidéliser des candidats et de maintenir le contact avec des candidats. On s'est dit, ok, ça pourrait être intéressant de le faire avec les collaborateurs qui sont sortis de l'entreprise. D'aller, pourquoi pas, il y avait une stat qui était assez intéressante, c'est que 40% des candidats regrettent d'avoir quitté leur entreprise au bout de 6 mois. Et en fait, ça commence à faire un paquet de monde. Et ça commence à être un canal d'acquisition de candidats. Ça commence à être chaud. Il y a les chiffres, je sais pas si tu as vu ce matin, qui sont sortis de la DARES, donc du ministère du Travail, pour le premier trimestre 2023, alors qu'on a un PIB assez flat en ce moment. 500 000 démissions au premier trimestre. Le chiffre n'a jamais été atteint. C'est 500 000 démissions, alors que le PIB... Moi, j'ai connu en vieux couillon que je suis. Mais non, quand il y avait un PIB à zéro, c'était plutôt le chômage monte et on faisait des plans sociaux, quoi, un peu partout, et des cost reduction, etc. Et là, on a toujours autant de démissions. C'est-à-dire que confiance dans le marché de l'emploi pour se dire je vais retrouver et je vais trouver un autre job qui me plaît. Et oui, donc c'est hyper intéressant tous ces ex-collabs. L'herbe est pas toujours aussi verte que ce qu'on espérait ailleurs. Bien évidemment. Et du coup, on fait une expérimentation là sur comme nous on sait fidéliser des candidats. Ouais. Et pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à maintenir la petite flamme allumée chez des anciens collaborateurs? Ok. Et concrètement, comment ça marche? En fait, quand un collaborateur sort de l'entreprise, alors il y a un premier écrémage qui est fait sur des candidats où on sait que ça s'est vraiment mal passé, où on n'a pas très envie qu'ils reviennent, mais c'est assez minoritaire. Oui, le licenciement pour faute grave, on va oublier, quoi. Voilà, le harcèlement sexuel et tous ces trucs-là, si on peut éviter de leur proposer de revenir, ça serait mieux. Voilà. Donc ça, et ensuite, on va nous aller envoyer une première communication au candidat en disant « Hey, en fait, quand même, t'as fait partie de la famille, quoi. Enfin, t'as fait partie de l'entreprise, de l'aventure. Est-ce que tu voudrais pas quand même recevoir des nouvelles de l'entreprise régulièrement? Et s'il dit oui, est-ce que tu voudrais pas aussi potentiellement recevoir des offres d'emploi? Et si tu restes accroché à l'entreprise, il y a peut-être un truc où tôt ou tard, ça peut t'intéresser. Et du coup, comme ça, on obtient son consentement d'un point de vue RGPD, la base. Mais après, on peut aller maintenir le lien avec ces candidats pour leur reproposer les offres d'emploi. Et là, on arrive sur un truc qui est à peu près similaire par rapport à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est que sur les mobilités internes, il faut dérouler un tapis rouge aux candidats qui cherchent à bouger en interne parce que c'est une preuve d'affection particulière pour la boîte. Sur un candidat qui revient, c'est à peu près le même tapis rouge. Enfin, un collaborateur qui revient, c'est à peu près le même tapis rouge qu'il faut aller dresser. Donc, parce que c'est hyper précieux. Il connaît déjà les process, il connaît déjà la culture. Certes, souvent, ça a évolué un peu entre-temps, et voilà, mais par rapport à un onboarding classique d'un candidat externe, c'est le jour ou la nuit, et il n'y a pas photo. Donc ça, c'est hyper intéressant d'aller creuser ce truc-là, et c'est un peu... Moi, c'est ce qui m'amuse, je dois dire, en continu. C'est d'aller explorer des nouveaux canaux et des nouveaux leviers, toujours comme Yago, comme Casque, comme Galahad aussi,
Et comme ce truc-là sur les c'est un nouveau nom de produit ou ça fait partie de Diago Non, je pense que ça fera partie de Diago parce que ça reste en marque blanche, ça reste de la relation client, ça fera partie de Diago, ça sera un spin-off de Diago, mais ça restera Diago. Mais toujours de fonctionner sur ce double levier, sur l'expérience candidat et l'éthique par rapport à un humain, et le ROI dingo en fait et monstrueux pour le recruteur. Que ce soit du ROI en termes d'efficacité ou d'économie de budget, d'économie d'énergie. Et c'est ça ce qui m'amuse, je dois le dire, parce que je m'éclate dans mon job, c'est ce truc de toujours ces deux piliers. De l'expérience candidat à fond, de la politesse pour candidat quand il faut, de poser des questions au candidat quand il faut pour recueillir son feedback, d'aller lui faire des propositions de valeur qui vont l'aider lui dans sa vie, et d'en faire un ROI et une arme de recrutement massive pour les recruteurs. Ah, c'est très malin. Ça me fait penser à une question que j'ai eue moi d'ailleurs de plusieurs clients là qui travaillent sur ce sujet des alumni quelque part et des salariés boomerang, on appelle ça comme ça. Ouais, exactement. Tu remettrais une période d'essai toi à un salarié boomerang? C'est des questions que j'ai moi de mes clients. Je pense que non. Moi je pense la même chose que toi. Je trouve ça hyper délicat de remettre une période d'essai. Alors si évidemment c'est après 25 ans, bon peut-être qu'on peut regarder. Mais si c'est il y a 2-3 ans, je trouve ça tellement inutile. Je pense que non. Je pense que c'est peut-être un manque de confiance. Après, c'est un truc qui se discute. Pour moi, la période d'essai, surtout sur un truc comme ça où c'est entre adultes consentants, c'est-à-dire que tu choisis de revenir et moi je choisis de te reprendre, c'est un truc qui se discute. On peut se taper dans la main sur le fait de... si en fait on doit se re-arrêter et tu veux pas qu'on fasse au plus simple, ça peut être moi une période d'essai, je fais que d'expliquer ça un peu à tout le monde, mais c'est aussi bien à la main du candidat du collaborateur que à la main de l'employeur. Donc d'autant par les temps qui courent, je pense que c'est s'il y a misfit ou si on a arnaqué un candidat par rapport à quand il est devenu collaborateur. Moi, je dis à mes clients de laisser la possibilité aux collaborateurs de rompre cette période d'essai telle que prévue, mais ce nouveau collaborateur qui est déjà passé dans les locaux. Par contre, moi, je conseille de ne pas la proposer du côté employeur pour créer un climat de confiance et de sincérité dans la relation numéro 2. Je te réaccueille à bras ouverts, comme si ça n'avait pas changé. Voilà. Il y a un peu une logique de réparation qui est chouette. Donc bon voilà, c'est parenthèse, mais c'est des sujets qui arrivent mine de rien. Alors t'as parlé de casque, ça veut dire quoi casque? C'est quoi ce nom et ce service? Casque, c'est pendant le confinement avec Inès. Donc Inès qui est la responsable marketing chez moi, qu'on voit beaucoup sur les réseaux et qui a un humour de dingue et une plume. Dans le milieu des RH, elle s'appelle Inès de Yago. Je pense que c'est son nom de famille de Yago maintenant. Alors elle s'appelle Inès Ploc. Et vous la trouvez sur LinkedIn sans problème. Vous ne la chassez pas, s'il vous plaît, elle reste chez nous. Pendant le confinement, en fait, on a réfléchi à comment améliorer la vie des recruteurs. Un truc qui nous avait un peu sauté aux yeux directement, c'est qu'il y avait des campagnes pour aller poser des questions aux collaborateurs pour savoir comment ils se sentaient. Il y avait, c'était pendant les confinements, quoi. C'était il n'y avait pas ou peu de visibilité qui était donnée aux équipes de direction du recrutement ou de recruteurs ou des recruteuses de savoir qu'est-ce que pensaient les candidats du process de recrutement. Et donc casque, ça s'écrit C-A-A-S-K. Donc Iago, il y a un A. Casque, il y a 2 A en avance. C'est la contraction de candidate et ask. Et c'est juste le fait d'aller poser des questions. Alors, de 2 manières, soit en grosse opération coup de poing, on va interroger toute la base pour savoir qu'est-ce qu'ils ont réellement pensé du processus de recrutement et quel est le souvenir qu'ils peuvent avoir de leur expérience candidat auprès de l'enseigne ou de l'entreprise. Soit on peut le faire au long cours sur tout le process de recrutement pour donner des espèces de baromètres de qu'est-ce que pensent les candidats au fur et à mesure que les recruteurs font évoluer leur stratégie d'acquisition. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça aide des directions du recrutement à avoir des chiffres sur leurs intuitions. J'ai beaucoup lutté contre les intuitions parce que c'est un truc qui m'a toujours un peu dérangé en recrutement, du genre si je mettais un processus de test de personnalité au bout de l'entretien 3, est-ce que ça m'éclairerait pas moins un recruteur pour être capable de poser la question? Très bien, tu peux penser que ça va t'aider toi recruteur et que ça va rendre tes candidats heureux. On va demander à tes candidats pour savoir s'ils sont chauds pour le faire. Sur la vidéo différée, sur le gaming à outrance, sur les escape games, sur toutes les tendances comme ça, à chaque fois on a oublié de demander aux candidats qu'est-ce qu'ils en pensaient. Donc au mieux... je suis toujours prudent sur tous ces sujets. Moi je ne veux que des chiffres de qu'est-ce que pensent les candidats. Et c'est hyper intéressant d'aller... Donc
les directions du recrutement, les RH au sens large, on n'a pas tellement la culture du chiffre. On a beaucoup la culture de l'intuition, mais pas la culture du chiffre. Les data RH, c'est très récent. Hein, ouais. Mais là, c'est de pouvoir, un directeur ou une directrice du recrutement qui dit « je veux améliorer mon process en faisant ça », on va juste lui mettre des chiffres derrière pour voir si ses intuitions ont marché. Et ça va justifier les budgets qu'il ou elle a dépensés sur ses actions de marque employeur. Ça va l'aider à être crédible en interne auprès du marketing, de son DRH, du COMEX, de la com, enfin bref, tout le reste du monde de l'entreprise, parce qu'il arrivera avec des chiffres de satisfaction candidat, qui est quand même son nerf de la guerre à lui. Là, ce qui est marrant, c'est sur Casque. Casque, on en parle un peu moins qu'Iago en ce moment, parce que c'est Iago qui a le vent en poupe. Dès que je vois un directeur du recrutement qui arrive à son poste, on lui glisse un petit message en lui disant « Écoute, là tu vas arriver avec plein d'intuitions et plein d'images, avant de bouger le petit doigt, fais-toi un tube à essai témoin pour savoir quel est l'état des lieux de qu'est-ce que pensent les candidats d'entreprise avant que tu changes quoi que ce soit. Ça va te permettre de le faire avant que tu arrives, et on le refera dans 9 mois ou dans 12 mois, une fois que tu auras mené tes différents chantiers sur l'expérience candidat et sur le process de recrutement, et tu auras le delta. Tu auras de quoi aller prouver en interne que tu as fait du bon travail. Parce que si tu ne fais pas ce tube à essai témoin, tu as juste tes intuitions. Tu as l'intuition voilà, tes chiffres a posteriori, mais tu n'as pas eu tes chiffres a priori et donc tu n'as pas vu l'écart. Exactement. Alors que ce qui compte, c'est l'écart. Oui, bien sûr, on est très clair. Et ça, c'est assez marrant à aller faire, je dois dire, parce que on arrive en positionnant Casque comme étant un peu le Jiminy Cricket sur l'épaule des directions du recrutement, en disant je vais t'aider à être plus crédible en interne. Okay. C'est ça l'enjeu derrière. Ok, hyper intéressant. Alors, t'aimes beaucoup les A parce que t'as créé Iago avec un A, Casque avec 2 A, et t'as créé Galad avec 3 A. Ouais. Je me trompe ? Ouais, non, tu te trompes pas. Il y a un truc sur les A, mais et c'est quoi Galad ? Alors, Galad, c'est plutôt côté Iago. C'est la continuité logique de Iago. Il y a un an, on a regardé un peu la proportion de candidats qu'on mettait en vivier chez nos clients. Donc, sur 100 candidats que reçoit notre client, on s'est aperçu que c'était une moyenne globale. Alors, c'est pas très homogène parce que c'est variable en fonction des secteurs, mais en moyenne, on est là-dessus. Il y a 30 candidats qu'on met en vivier et 70 qu'on rejette dans la nature. D'accord. Sur les 98% que vous traitez... donc considérons que c'est 100, quoi. On va dire, ok, j'entends. Donc 30% des candidats qu'on met en vivier et qu'on va fidéliser ou on va maintenir la relation avec eux, leur reproposer les offres d'emploi, les alimenter avec des nouvelles. C'est ça ce qui fait les 11% dont je parlais tout à l'heure, 11% de recrutement. Donc on arrive à faire 11% de recrutement en fidélisant que 30% des candidats, les profils qui sont réellement pertinents. Et on s'est dit, ok, on va arriver en plein emploi. C'est quand même dommage de rejeter dans la nature 70% des profils qu'on adresse. Et du coup, Galad, c'est ça. C'est quand un candidat il est pas retenu et pas mis en vivier chez un de nos clients, dans le mail qui va lui répondre non, il va lui donner des conseils sur son CV très bien, et il va lui dire, tiens, cher candidat, moi j'ai pas d'offre d'emploi qui vous pourront correspondre et ton profil, très honnêtement, j'aurais pas de trucs à te proposer à court terme chez nous, donc voilà. Mais on s'est regroupé avec plein d'autres enseignes sur un site qui s'appelle Galad. Voilà un code d'accès qui est limité dans le temps et qui est personnel pour toi, pour que tu puisses accéder à la plateforme et rebondir. Et le candidat va aller s'inscrire sur Galad, donc là on va obtenir son consentement RGPD encore une fois, sujet je suis assez à cheval, on est assez à cheval sur ces sujets chez nous. Et donc le candidat, et il va réaccéder, comme c'est la même maison en fait que Iago, on a déjà son CV. Et on a déjà qualifié son CV. Et on sait dans quelle région il cherche. Donc on est capable directement, dès son inscription, de lui proposer les offres d'emploi chez les autres entreprises qui correspondent à son profil, dans sa région, et pour son type de contrat recherché, avec un truc où c'est service sur un plateau d'argent, mais à l'échelle de toutes les enseignes et toutes les entreprises partenaires. Ah oui, alors du coup, moi je peux être client Galad sans être client Iago ? Non. Ah, d'accord, ok. Non, okay. Parce que pour des questions d'harmonisation, en tout cas pour l'instant c'est ce qu'on s'est dit, tu as postulé chez Kiloutou. Kiloutou ne t'a pas pris. Kiloutou t'invite à accéder à Galad. Sur Galad, tu postules dans une entreprise où là, il n'y a pas une expérience candidat qui est humaine. Et bien toi, à la fin, tu seras déçu par Galad et par ricochet par Kiloutou. Et ça, je peux pas me le permettre. Ouais, ok, je comprends. Je veux pas d'effet de ricochet. On dit qu'on fait un peu du ruissellement de marque employeur de l'un vers les autres à chaque fois pour essayer d'alimenter tout le monde et que les entreprises se serrent les coudes entre elles pour être capables de recruter plus efficacement et de baisser leur coût d'acquisition de candidats et d'être plus éthiques sur les propositions de valeur qu'ils peuvent faire à leurs candidats, parce que l'intérêt derrière, c'est le candidat, je l'invite à accéder à Galad pour qu'il aille dans le pot commun.
Mais moi, j'ai mes offres d'emploi qui, elles, sont présentées aux candidats qui ne sont pas retenus chez les autres. Oui, aussi, bien sûr. Donc ça me fait un nouveau canal d'acquisition. Oui. Encore une fois, il y a un donnant-donnant aussi. Ouais. Okay. Toujours cette démarche de... Ouais, que j'entends. Hyper éthique pour le candidat, mais hyper héroïste aussi pour les recruteurs, pour les aider à avoir un nouveau canal d'acquisition pertinent. Ok, extrêmement clair. Alors, si on veut pas se transformer sur un épisode de Génération Do It Yourself de 2h30, qui est très bien en demeurant, c'est pas ça le sujet. Si on venait sur le futur de l'expérience candidat, ta vision de ce qui va se passer ces prochaines années autour de l'expérience candidat. Est-ce que tu penses qu'on est au paroxysme des attentes aujourd'hui candidats ? Est-ce que ça va encore évoluer demain ? Est-ce que l'IA a un impact ? J'en sais rien. Est-ce que c'est un buzzword que j'ai glissé au milieu de mon podcast pour le faire plaisir ? Vas-y. Alors, sur l'IA, allons-y. Je me méfie de l'IA comme d'un truc chouette qu'il faut absolument aller chercher. Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'usage. Oui. Donc, oui, chez Yago, nous, on s'intéresse vraiment à ce que fait l'IA, mais pour nous, ce que peut faire l'IA et ce qu'on est capable de mettre en place, mais il faut que ça soit au service justement de cette qualité de réponse pour le candidat. Il y a des humains chez Yago qui viennent se pencher sur le CV des candidats, il y aura toujours des humains, mais est-ce que je peux pas améliorer la vie des équipes qui travaillent chez moi et qui viennent qualifier les CV des candidats pour faire en sorte que ils passent un peu moins de temps sur le CV du candidat parce qu'il y a certaines micro-tâches qui ont été prises par de l'intelligence artificielle. Là, c'est intéressant parce que c'est un enjeu d'usage. Aller faire de l'IA, j'étais à Vivatech, j'y suis allé, j'étais exposant et tout. On me demandait souvent si je faisais de l'IA, je leur demandais ça dépend, pourquoi ? Quel est le but ? Donc c'est l'usage qui compte. Après, l'IA est un sujet où tout le monde quasiment dit qu'il en fait. Je suis pas sûr, je me méfie énormément. Juste pour vous rappeler, il y a quelques mois, tout le monde ne parlait que métaverse. Le soufflet est retombé assez vite. Il y a un truc qui va peut-être se décanter sur le métaverse in fine, mais c'est juste l'espèce de hype, de coolitude de Startup Nation et tout, où il fallait que tout le monde y soit. Je suis pas sûr. Et comme pour l'IA, on va attendre que ça se calme un peu, mais il y a des trucs chouettes qui peuvent être à retirer, mais c'est pas la peine de vouloir le mettre à toutes les sauces non plus. Donc le futur de l'expérience candidat, pour répondre à ta première question, l'extrême personnalisation, c'est un truc où il y a des idées qui ne sont pas encore venues, qui peuvent être chouettes. Il y avait des idées qui étaient déjà passées, qui avaient déjà été utilisées avant, mais qui doivent être mixées avec des nouveaux concepts d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore de beaux jours devant nous sur l'expérience candidat et l'amélioration de l'expérience candidat. Je pense qu'il y a des sujets à améliorer encore. Je vois le pré-boarding dans les entreprises. Même l'onboarding est encore loin d'être acquis dans beaucoup d'entreprises. Et sur le pré-boarding, on recrute et puis 3 mois après, on se dit, mais tiens, il y a quelqu'un qui arrive la semaine prochaine. Il faut peut-être envisager un ordinateur. C'est peut-être tellement basique, mais c'est tellement pas bien fait encore aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'axes d'amélioration pour nous. Il y a plein de briques du recrutement qui mériteraient d'être l'expérience candidat. C'est un truc assez vaste, mais le process de recrutement ou l'onboarding ou le même l'offboarding. Bah oui, c'est clair. Ce que je dis clairement, c'est que les RH comme les recruteurs, ils font pas exprès de foirer leur onboarding ou leur offboarding. C'est juste que certains, ils ont pas le temps, ils ont beaucoup de sujets à la fois, ils sont pas staffés, ils ont pas l'état d'esprit de penser que ces sujets sont aussi importants que la paye ou le social. Mais voilà, ce sont des axes hyper importants. Un grand merci. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, Mathieu, et que tu aurais aimé que je te pose? Ou un sujet dont tu aurais aimé parler et tu as le droit de prendre le temps d'en parler? Ou un thème que tu aurais aimé aborder, qui t'est cher? Du coup, c'est marrant, c'est avec Yago, on a essayé de se faire pendant 3 ans, on a prêché un peu dans le désert, je dirais, sur l'expérience candidat, et d'essayer d'alimenter au maximum les équipes de recrutement sur quelles étaient les attentes des candidats, d'aller d'investir sur des études avec l'IFOP, avec des acteurs comme ça, pour essayer d'éclairer et de montrer que la voix des candidats avait de la valeur. C'est marrant, quand on parlait d'IA tout à l'heure ou ce genre de choses, la voix des candidats a de plus en plus de valeur sur la réhumanisation des process. Et je suis à peu près persuadé, et c'est limite, ça deviendra pas un débat philosophique qu'on pourrait avoir. À ce moment-là, il faudrait qu'on aille mettre dans un bar en bas. Il y en a pas mal dans le quartier, donc voilà. Mais cette réhumanisation du process de recrutement, c'est un truc qu'il faut pas perdre de vue. Tu vois, l'exemple qu'on donnait sur l'IA, le fait de vouloir mettre de l'IA pour mettre de l'IA, l'avenir et les attentes des candidats, ça va être de revenir aux fondamentaux, à savoir un échange entre humains. Il y a plein d'opportunités, mais je
Je suis assez persuadé que ce truc-là, je pourrais en parler pendant des heures, que ça soit sur des luttes contre des fléaux de coolitude, comme ce qu'il y a pu y avoir sur mes chers collègues de la HRTech. Ne pas oublier qu'il y a un humain derrière un CV, et peut-être ça c'est un truc fondamental que, si on doit finir là-dessus, juste pour pas oublier. Ok, c'est vraiment très très clair. Merci. Et puis, avant de finir, question que je pose à tous mes invités. Est-ce qu'il y aurait un entrepreneur dans le monde RH que tu me conseillerais d'inviter, qui travaille sur le travail autrement, qui lutte contre le « on n'a jamais fait comme ça », ou bien un RH en entreprise, un DRH, un directeur de recrutement ou une directrice de recrutement, qui pour toi est plus avancé que la moyenne et que tu aurais envie que j'interviewe pour aussi montrer des bonnes pratiques à nos auditeurs? J'ai fait des très chouettes rencontres récemment sur des métiers extrêmement durs et qui ont été dévalorisés dans les médias et des trucs comme ça. Mais Céline Favre, qui est la DRH de Domus Vie, qui est un EHPAD. Oui. Enfin, pas que, ils ont plein d'autres activités. Je dois dire, était particulièrement bluffé par cet échange avec cette DRH. Sur les drivers pour lesquels elle fait ça, la motivation, le côté très humain et empathique. On oublie parfois qu'il y a des équipes de recrutement ou de RH qui peuvent être un peu malmenées quand ils sont dans la tempête où tout le monde est pas cool sur un secteur, alors qu'en fait ils ont une mission derrière. C'est très compliqué dans tout le secteur du service à la santé, service à la personne en ce moment pour recruter, pour maintenir les équipes à flot et tout. Alors qu'en fait, on en a besoin. Et c'est assez français, je trouve, de cracher sur un truc dont on peut avoir besoin. Domus Vie a subi en plus l'image d'un concurrent, et ça c'est violent, quoi. Et du coup, vraiment une personne très chouette, et qui fait que d'innover et justement de vouloir faire des trucs un peu en dehors des clous. Je pense que ce serait pas mal comme rencontre pour toi. Ah bah écoute, si tu peux mettre en relation avec elle, ce serait génial. Un livre ou un podcast que tu aurais à nous recommander, quelque chose que tu aimes écouter, ou que tu aimes lire, qui peut être ou pas dans les RH, qui peut être ou pas dans l'entrepreneuriat? Non, je dois dire, j'ai une grosse déformation professionnelle d'écouter quasiment que des trucs dans le recrutement. Ah ouais, quand même. Même pas trop start-up, mais plutôt recrutement. Pour voir si je peux pas, en fait, il y a des trucs qu'on sait, mais c'est marrant d'avoir des témoignages de directeurs ou de directeurs de recrutement, de recruteuses, de responsables marque employeur, et ce genre de choses. C'est pas mal. Il y en a que je suis, on en parlait, mais François Xavier, enfin FX et les lois d'attraction, c'est quand même assez chouette parce que c'est très pragmatique. C'est un bon podcast, ouais. J'avoue, je me suis fait tous tes épisodes déjà. Ah oui. Donc, fidèle. Ouais. Et tous les tiens. Ah, c'est gentil. J'en ai moins. Ouais. Je crois qu'il en est peut-être au 55e ou quelque chose comme ça. Sur des bouquins, je dois dire, j'ai plus de mal. Il y a quelques livres qui ont été sortis de cahiers de tendance par Thomas. Genre de choses qui étaient assez chouettes à feuilleter, mais pas des livres en tant que tel. Le cahier de tendance 2023 qu'a réalisé Thomas était vraiment de très bonne qualité, et je remettrai le lien. De toute façon, les liens que tu me donnes, je les mettrai dans la description du podcast de cet épisode, en tout cas. Yes, mais pas beaucoup de bouquins en tant que tel, éditeur et tout. À l'ancienne, je trouve que le contenu il est souvent chaud et les tendances elles évoluent. Et alors, t'as pas envie d'écrire ton livre sur l'expérience candidat? Eh ben, il sera périmé au moment de son édition, donc j'irai pas. Tu vois, je trouve que ça évolue tellement vite que le truc sera obsolète trop vite. Wow. Mais en tout cas, merci, un grand merci encore, Mathieu, pour ton temps, pour ta spontanéité, ta sincérité. Ouais, merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. C'était hyper chouette. Merci à toutes et à tous, et puis à bientôt pour un nouvel épisode sur On n'a jamais fait comme ça. Merci Florent. Merci, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.